en tant que présidente du musée, je vais prendre la parole d'abord, et en tant que présidente du musée d'art et d'histoire du judaïsme, je suis particulièrement heureuse d'accueillir ce colloque qui a été organisé par Jean-Claude Nataf sur les Juifs tunisiens. L'auditorium où vous vous trouvez est un lieu où s'est toujours déroulé un programme très remarquable de colloques sur des sujets très divers, mais tous d'une grande qualité. Il est au cœur de la vie du musée et je ne doute pas que la qualité de ce colloque sera digne de ceux qui l'ont précédé. Je remercie mon ami Jean-Claude Casanova d'avoir accepté de présider cette séance d'ouverture et je pense qu'il acceptera d'être décrété juif d'honneur, étant donné les liens d'amitié qu'il a tissés avec ses anciens condisciples du lycée de Tunis. En tant que chercheur, cette fois, je voudrais proposer quelques réflexions liminaires. On a dit souvent, et on a écrit, que les Israélites français avaient été les meilleurs élèves de la République, bénéficiant de sa protection, patriotes et éperdument reconnaissants à la nation qui, la première, avait accordé l'émancipation aux Juifs. Je me demande si on ne peut pas avancer que les Juifs tunisiens ont été les meilleurs élèves de la colonisation, ce qui est une sorte de provocation. Dans les pays d'Afrique du Nord, les Juifs autochtones n'étaient qu'une minorité à l'intérieur de la majorité musulmane. La société coloniale contribua à transformer leurs relations et à séparer la condition des uns et des autres. C'est Albert Memmi qui note qu'en Tunisie, étant donné la situation que connaissaient les Juifs avant l'arrivée des colonisateurs, j'ouvre les guillemets, les colonisations françaises, anglaises ou italiennes, que la majorité des intellectuels juifs condamnent par morale politique, ont été ressenties par nos propres masses comme une garantie de survie. Ils ont été très tôt fascinés par l'aventure occidentale, par l'extraordinaire mouvement qui s'opérait à nos portes, et même au milieu de nous, en la personne des colonisateurs italiens et français, en sorte que l'arrivée des Européens, qui fut une catastrophe pour les musulmans, fut une espèce de libération pour les Juifs. Fermez les guillemets. Avant même le protectorat, la fréquentation des milieux consulaires européens s'était accompagnée de l'introduction des modes européennes et de l'acculturation aux valeurs modernes et à l'universalisme des Lumières. La colonisation accéléra le phénomène. Les Juifs apprirent plus rapidement la langue du colonisateur, mais aussi la culture, les institutions de la modernité politique, le sens de l'indépendance et des droits de l'homme. Ils accueillirent avec faveur le message des colonisateurs, selon lequel l'éducation européenne était le remède infaillible à tous leurs maux. La forte progression de la fréquentation scolaire fut le facteur le plus puissant de la transformation de la population juive, en la séparant définitivement, progressivement des musulmans. Et c'est ainsi que Jean-Claude Casanova devint juif d'honneur. Parce qu'ils avaient adopté les valeurs des Européens, les relations des Juifs avec les musulmans connurent une sorte de renversement de situation. Le divorce entre les deux populations avait précédé la colonisation, mais la situation coloniale le renforça. Les musulmans voyaient dans les Juifs les alliés du colonisateur. Les distinctions entre les diverses communautés tunisiennes, juives, n'empêchèrent pas une participation active de tous à la culture moderne et au militantisme politique. Ils se trouvèrent donc partagés lors du mouvement d'indépendance. D'un côté, ils étaient sensibles au fait que la colonisation, avec son régime de statuts politiques inégaux, était contradictoire avec l'aspiration démocratique. D'autre part, il leur était difficile de prendre part à un mouvement de revendication nationale fondé sur l'ethnicité musulmane. Lorsque l'indépendance fut acquise, ils se retrouvèrent dans une situation qui fut longuement analysée par Albert Memmi et que je qualifierais de piège historique. Ils n'avaient pas été des colons, mais n'étaient pas non plus des colonisés comme les autres. Leur avenir ne pouvait s'inscrire dans celui des jeunes nations issues de la décolonisation. De fait, ils durent quitter la terre où certains de leurs ancêtres étaient installés longtemps avant l'arrivée des Arabes. Nous allons nous pencher sur cette histoire et aussi sur la suite de l'histoire. Ils sont des citoyens français, et leurs descendants aussi, et personne ne s'interroge sur l'intégration à la société française. Mais nous allons le voir, je pense, leur succès en France n'a pas effacé leur mémoire de la Tunisie natale, la leur ou celle de leurs parents. Et donc je vous souhaite à tous un bon colloque.
J'ajoute que nous serions heureux que parmi vous, beaucoup deviennent des amis du mage. Ce colloque est ouvert à tous de façon libre, mais les finances du musée sont difficiles à tenir. Et vis-à-vis de nos tutelles, il est très important que nous disions que nous avons beaucoup d'amis. Donc nous comptons sur vous pour devenir amis du mage à la suite du colloque. Merci d'avance. Je vous remercie. Comme vient de le dire Dominique, je n'ai pas beaucoup de titres à présider cette séance, sauf des souvenirs de jeunesse, dans lequel d'ailleurs votre père Dominique et votre père Claude se lient, puisque c'est au lycée Carnot que j'ai commencé à lire Raymond Aron. Il est venu en 1951 à Tunis, mais je ne l'ai pas rencontré. Il était invité par Maître Yves Pérussel, qui était un confrère de nos pères, et qui était président des Bretons et surtout délégué du RPF. Oui, volontiers, excusez-moi. Et le lycée Carnot, dont je viens de parler, a joué un très grand rôle dans ma vie, et notamment dans mes amitiés juives, si vous voulez. Je crois qu'à peu près la moitié de ma classe était juive, encore que on faisait des distinctions entre les juifs italiens, les Livournais, les juifs français et les juifs tunisiens. Des distinctions qui correspondaient à des distinctions en partie sociales, mais qui s'effaçaient devant la communauté intellectuelle que nous représentions dans ce lycée, dont je garde un souvenir ému et profond, qui me rattache profondément à mes amitiés de jeunesse et à la Tunisie, où je ne suis pas retourné, sauf 3 jours en 1980. Donc je vais donner la parole aux 2 orateurs qui, eux, sont savants et sont... Je vais donner la parole à M. Claude Nataf, pardon, excusez-moi, et ensuite 2 orateurs que nous aurons ce soir. Merci, Monsieur le Président. La fierté et l'émotion que je ressens en vous voyant à notre colloque, après avoir traversé 1000 péripéties grâce aux puissants syndicats que nous avons en France, me font douter de ma capacité à être maître de mon verbe dans une improvisation, fût-elle préparée. Aussi suis-je reconnaissant à la tradition qui m'épargne les maladresses et incertitudes d'une introduction en me commandant d'exprimer d'abord des remerciements. Mais était-il nécessaire qu'une tradition me prescrive mon devoir en la circonstance? Est-il sentiment plus naturel et qu'on ait plus envie d'exprimer qu'un remerciement? Remerciement tout d'abord à vous, Madame la Présidente du MAGE, qui avez accepté sans hésitation, avec votre directeur général Paul Salmona, de nous accueillir pendant 3 journées au sein de cet établissement prestigieux, dont je précise pour nos amis étrangers qu'il ne s'agit pas d'une institution communautaire, mais d'un musée porté par l'État et la ville de Paris. Et surtout qui avez accepté, malgré l'importance de vos charges, de distraire une soirée pour retrouver votre toge en introduisant nos travaux. À vous aussi, Monsieur le Président Casanova, auquel me lient, comme vous l'avez dit, des souvenirs d'enfance, d'études et d'examens, puisque vous étiez membre de mon jury de diplôme, et la même nostalgie de la Tunisie dont nous parlons à chacune de nos rencontres. C'est aussi pour moi l'occasion d'évoquer la mémoire de votre père, Jean Casanova, que mon père appelait Jean-Jean, qui fut résistant et qui fut déporté lors de l'occupation de la Tunisie par les Allemands et qui souffrit beaucoup, je le sais, de cette déportation. Vous avez bien voulu présider cette séance inaugurale et souhaiter la bienvenue à nos hôtes étrangers au nom de l'Alma Mater, souhait auquel je m'associe de grand cœur au nom de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, en exprimant à tous ceux qui ont bien voulu présenter des communications nos remerciements, car je mesure qu'ils se sont imposés un travail supplémentaire et que pour être présents parmi nous, ils ont délaissé provisoirement leurs étudiants et leurs travaux. Remerciements aussi, et combien reconnaissants, aux institutions publiques et privées qui nous ont apporté leurs concours et leurs encouragements, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui, au travers de sa direction Afrique du Nord, Moyen-Orient et des ambassades de France à Rabat et à Tunis, nous a apporté son aide matérielle et a favorisé la venue en France de plusieurs chercheurs étrangers.
Je citerai également la ville de Paris, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Fondation du judaïsme français, la Fondation FLAC, le Fonds social juif unifié, la Fondation Edmond Rothschild, l'Institut Alon Rothschild, les associations d'originaires de Bizerte et de Sousse, ainsi que les mécènes privés, sans lesquels ce colloque n'aurait pu avoir lieu. En 1997, quelques universitaires et responsables d'associations culturelles originaires de Tunisie prirent l'initiative de créer la Société d'histoire des Juifs de Tunisie. Nous ressentions alors le besoin de favoriser l'étude scientifique du passé d'une très ancienne communauté juive, déjà présente dans la Carthage romaine, comme le montrent les écrits des auteurs chrétiens, et qui, après l'invasion de l'Ifriqa par les Arabes, a su conserver sa religion et ses particularités en terre d'islam. Nous pressentions la lente disparition de cette communauté, dispersée par vagues successives depuis la décolonisation, en France, en Israël et outre-Atlantique. Nous souhaitions encourager les efforts initiés par de jeunes historiens en Tunisie, en France et en Israël, à la suite des travaux pionniers de Robert Attal, d'Itzhak Abrahami, de Jacques Taïeb, de Paul Sebag, de Yaron Sour, de Juliette Bessis, de Lucette Valenzi, relayés à Tunis par Abdelkrim Alaghi. Nous voulions faire entrer ces recherches dans le champ d'investigation de l'université française. Depuis 22 ans, notre société peut se targuer d'un beau bilan. Après un premier colloque tenu à Tunis avec nos amis de la faculté des lettres de Manouba, où nous avons dressé un état des lieux de la recherche sur les Juifs de Tunisie et des sources disponibles, 4 colloques se sont tenus en Sorbonne avec la participation de chercheurs israéliens et maghrébins. Des ouvrages ont été édités, des conférences ont lieu régulièrement et attirent un public de chercheurs, d'étudiants et de curieux. Des liens ont été noués avec des laboratoires et des centres universitaires qui s'intéressent à l'histoire du monde juif ou du Maghreb. Et d'une façon générale, notre société, dont l'expertise est maintenant reconnue et recherchée, constitue un pont entre chercheurs, y compris du Ponant et du Levant, favorisant les échanges, encourageant et faisant connaître travaux d'étudiants comme d'historiens renommés. Les principaux travaux et les rencontres internationales organisées jusqu'à présent étaient surtout focalisés sur les relations judéo-musulmanes dans les différents temps de l'histoire, et en particulier dans les périodes emblématiques de la pénétration de l'islam au Maghreb, des Lumières, de la colonisation, puis de la décolonisation. Mais ces recherches ont montré la prégnance profonde du modèle français sur les judaïcités maghrébines. Il nous est apparu qu'il était temps désormais d'analyser de façon scientifique le rapport des judaïcités judéo-maghrébines à la France, de rechercher l'influence qui a été celle de la France sur leur statut juridico-politique, mais aussi dans les domaines de la culture, de l'éducation, des mœurs, de la société. Le lien entre les Juifs du Maghreb et la France s'est noué bien avant la colonisation. Les archives de la Chambre de commerce de Marseille, par exemple, montrent les liens économiques qui ont existé dès le XVIe siècle entre les marchands marseillais et languedociens installés en Tunisie, comme les Ventres et autres, et leurs courtiers interprètes juifs tunisiens. Les Juifs de Tunisie, et plus tardivement ceux du Maroc, ont souvent eu les yeux fixés vers la France, notamment depuis la période des Lumières et la Révolution française. Le consul d'Espagne à Tunis, Arnold de Soler, écrivait le 18 décembre 1809 « Ici, comme partout où ils se trouvent, les Français ont un parti. Tous les Juifs, sans exception, sont leurs partisans acharnés. Et ceux d'entre eux qui se disaient italiens se considèrent comme français et portent la cocarde. » 6 jours plus tard, il confirme dans une lettre à son ministre la sympathie affichée de ces Juifs de Tunisie envers la France napoléonienne. En général, les Juifs sont les plus acharnés partisans de Napoléon. Beaucoup d'entre eux d'origine italienne ont pris ici la cocarde française et le consul de France voudrait les protéger comme ses nationaux. Il convient aussi de remarquer que la dispersion des communautés juives du Maghreb a suivi le cours de la décolonisation qui a permis au même moment à leur pays d'origine d'accéder à la pleine souveraineté internationale. Cela justifiait sans aucun doute l'organisation d'un colloque non pas sur le rapport de la France aux Juifs du Maghreb, mais sur les rapports de ces derniers à la France. Différents partenaires, le laboratoire Framespa de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, le groupe Société, Religion, Laïcité de l'École pratique des hautes études, la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle et le musée d'art et d'histoire du judaïsme se sont joints à nous pour ce colloque, qui est le premier à aborder cette thématique. Sans doute, un colloque sur cette thématique s'imposait depuis longtemps, et le rapport à la France a été très longtemps délaissé au profit de l'histoire générale des judaïcités maghrébines et des relations judéo-musulmanes dans ces pays. Mais parodiant Renan dans sa prière sur l'Acropole, je puis dire à Clio
Nous sommes venus bien tard au seuil de tes portiques, mais nous y sommes quand même venus. Un comité de pilotage scientifique a été constitué en juillet 2018. Il a donc fallu 15 mois de gestation. Il n'est pas dans les usages de se remercier soi-même. Aussi, je ne puis remercier le comité de pilotage scientifique puisque j'en suis l'un des membres. Je remercie donc individuellement les autres membres qui, soit à l'occasion de réunions ou grâce à ce moyen moderne de communication qu'est Internet, ont échangé propositions et avis. Notre premier souci a été de définir les limites géographiques de la thématique du colloque. Nous ne voulions pas nous limiter à la Tunisie, car nos recherches précédentes avaient montré combien l'évolution des communautés juives d'Afrique du Nord était linéaire, malgré des décalages dans le temps. À la réflexion, nous avons décidé d'exclure l'Algérie et de limiter notre colloque aux 2 pays de protectorat, la Tunisie et le Maroc, car le rapport à la France a été transformé et modelé pour les Juifs d'Algérie par la naturalisation collective qui leur a été octroyée en 1871 par le décret Crémieux. Alors que le droit a sollicité par naturalisation individuelle la nationalité française, malgré des campagnes pressantes, n'a été ouvert aux Juifs de Tunisie que par des textes aux conditions restrictives en 1910 puis en 1923, et aux Juifs du Maroc après la Seconde Guerre mondiale. Inclure les Juifs d'Algérie dans le champ du colloque aurait nécessité des études spécifiques et par conséquent un colloque plus dense, s'étendant au-delà de 2 journées et demie, ce que les perspectives les plus optimistes ne permettaient pas. Si cette limitation a été l'objet de discussions passionnées et divergentes entre nous, il y a eu un consensus général pour que notre colloque ne se limite pas à la période coloniale, mais étudie ce rapport à la France avant et après la colonisation. L'importance des originaires du Maghreb installés en France, le rôle que certains jouent dans la communauté juive ou dans la vie de la nation, l'acculturation française de ceux qui sont installés en Israël ou outre-Atlantique, nous interpellaient en montrant que cette histoire du rapport à la France n'était pas close et méritait d'être étudiée dans la diversité géographique des originaires des pays de protectorat. Les Juifs des pays de protectorat étaient-ils seulement des Juifs ou des Juifs tunisiens ou marocains et français en même temps? Après la décolonisation, demeurés au Maghreb ou installés en France ou en Israël, sont-ils demeurés tout cela ou ont-ils changé d'identité? C'est pour nous éclairer que la première leçon inaugurale que le professeur Stillman a accepté de donner sera consacrée à ce problème d'identité des Juifs du Maghreb. Juifs tunisiens ou marocains, ils partagent en tout cas aujourd'hui, avec les musulmans, un apport extérieur qui est la culture française. Les taches roses des atlas de notre enfance se sont estompées, et ce n'est plus le soldat, selon le mot de Péguy, qui, pareil aux légionnaires romains, mesure avec sa chaîne d'arpenteur la terre où l'on parle français. Mais l'empire de la culture est plus solide que celui des armes. Cet héritage commun aux Juifs et aux musulmans du Maghreb est-il aujourd'hui le lien suprême de concorde entre eux, ou une forteresse démantelée et ouverte aux étoiles? Ce sera l'objet de la seconde leçon de cette soirée que mon ami le professeur Larguesch a accepté de donner. L'histoire échappant à tout déterminisme, l'historien doit se garder d'abuser de l'avantage que lui donne la connaissance de la suite des événements et se défendre de croire que les choses devaient nécessairement se passer comme elles l'ont fait. François Furet disait « Il n'y a pas de fait non événementiel, l'histoire est un événement permanent ». Il convient donc de rechercher les conditions de la formation de ce rapport à la France et son évolution dans le temps, avant, pendant et après la période coloniale. Lorsque, venu d'une cagne provinciale, après avoir vu mes ambitions stoppées au seuil de la rue d'Ulm, je fréquentais la rue Saint-Guillaume en même temps que la Sorbonne, le doyen Renouvin régnait avec une autorité bienveillante mais ferme sur l'enseignement de l'histoire. Malgré les tentations de domination d'une école historique pour laquelle le couple histoire économique, histoire sociale fournissait alors toutes les clés pour comprendre le passé et déchiffrer l'avenir, l'histoire en Sorbonne était vue exclusivement comme l'exploration du passé s'arrêtant aux frontières d'une époque et d'événements jugés trop récents. Aussi, pour faire de l'histoire, il fallait aller rue Saint-Guillaume. Il n'était pas question d'étudier l'histoire d'une minorité religieuse, le sentiment jacobin étant encore dominant dans l'université française. Aujourd'hui, il n'y a plus de démarcation entre histoire révolue et présent historique. C'est ce qu'illustre le programme de notre colloque, où 2 séances sont consacrées à l'étude de la situation actuelle des originaires du judaïsme maghrébin dans leur rapport à la France. La Société d'histoire des Juifs de Tunisie, qui, depuis sa création, a été un lieu de contact et de dialogue
entre chercheurs de divers pays, dans un climat de liberté et de respect, est fier d'être à l'initiative de ce colloque. Tout colloque est un moment d'échange, un moment de dialogue entre les cultures, un moment où, au-delà des contingences politiques, des hommes et des femmes se connaissent, apprennent à s'estimer, travaillent ensemble. Et il nous plaît de voir ici réunis des historiens maghrébins et des historiens israéliens. Je reprendrai la duration de Marc Bloch, qui écrivait en 1928 « Cessons, si vous le voulez bien, de causer éternellement d'histoire nationale à histoire nationale, sans nous comprendre. » Il n'est d'ailleurs pas indifférent que ce colloque se déroule dans ce quartier du Marais. Ce quartier chargé d'histoire nous rappelle la troublante modernité du Moyen-Âge, où l'université était un lieu de circulation des idées et des personnes, de la mobilité et de la confrontation des esprits. Il nous rappelle ces salons des hôtels particuliers du XVIIe siècle où régnait le bon goût, la culture. Il nous rappelle que Madame de Sévigné se promenait pas très loin d'ici en allant écouter Bourdaloue prêcher. Souhaitons pour les 2 jours à venir que nous effectuions un travail fructueux, mais aussi un dialogue constructif, tissions des liens agréables et précieux et recueillions des savoirs nouveaux. Au moment où les interrogations et les désarrois des sociétés démocratiques succèdent à l'effondrement des grandes utopies, au moment où la mondialisation altère tous les ressorts économiques, l'étude de l'histoire des hommes est plus que jamais nécessaire. Mesdames, Messieurs, chers amis, je nous souhaite un bon colloque. Après l'admirable présentation que vient de faire M. Claude Nataf de l'ensemble du colloque et des exposés que nous allons entendre maintenant, je passe immédiatement la parole à M. Norman Stillman, qui est professeur émérite à l'Université d'Oklahoma. Merci. À l'aube de la période moderne, disons à la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle, la majorité des Juifs du monde arabe vivaient au Maghreb. Ils vivaient dans les grandes villes où leur nombre pouvait aller à 5 à 10% de leurs habitants. Exceptionnellement, dans certains endroits, ils pouvaient être plus importants, comme à Sefrou, à 30 km au sud de Fès, les Juifs constituaient plus d'un tiers de la population totale. À Tunis aussi, les Juifs formaient un tiers de la population, et à Alger et Tlemcen, ils formaient un 5e de la population. Bien sûr, tous les Juifs n'habitaient pas dans les villes. On pouvait les trouver dans les villages disséminés dans la campagne peu peuplée. Ces communautés rurales étaient très différentes. Elles pouvaient se trouver dans les régions de plaines agricoles, dans les villages montagneux ou dans les oasis pré-sahariens. Le Maroc avait la plus grande population de Juifs ruraux, qui comprenait un tiers de la population juive totale du pays, et la Tunisie avait la plus petite population de Juifs de la campagne, avec 15%. À travers l'Afrique du Nord, les Juifs européens vivaient plutôt dans les quartiers surpeuplés, où ils étaient relégués selon la loi ou la coutume. Certains étaient des sortes de ghettos entourés des murs comme les Mellahs du Maroc chérifien. En Algérie et Tunisie, le quartier juif appelé Harat al-Yahoud, ou simplement le Hara, n'était pas hermétiquement fermé comme le Mellah marocain. Cependant, les restrictions des Juifs à une zone d'habitation strictement délimitée, comme dans les villes de Tunis, Alger et Constantine, créaient des conditions similaires de surpopulation et d'insalubrité. Mais à l'intérieur des limites des quartiers juifs, les Juifs maintenaient une existence communautaire et corporatiste, reconnue par la loi islamique, avec leurs propres chefs religieux et administratifs, leurs synagogues, leurs écoles, leurs tribunaux rabbiniques et leurs institutions charitables. Dans la majorité de ces communautés, les Juifs parlaient leur propre sociolecte varié d'arabe, qu'ils transcrivaient en caractères hébraïques et qui contenaient des éléments considérables de mots hébraïques et araméens, ainsi que d'autres traits distinctifs qui créaient et sauvegardaient
leur univers socio-culturellement et socio-psychologiquement juif. Le judéo-arabe était une marque identitaire non moins distincte que les vêtements des juifs de temps précoloniaux requis par les règles islamiques du riyar, de différenciation. Il est tout à fait justifié à mes yeux que André Chouraki ait surnommé ces communautés juives des républiques miniatures. Et c'est dans ce contexte socio-culturel que les Juifs nord-africains ont formé leur identité primaire qui resterait fondamentale même alors qu'ils acquéraient des identités supplémentaires dans le temps moderne. La vaste majorité des Juifs maghrébins, comme la vaste majorité de la population musulmane en général, étaient pauvres. Bien que dépourvus de statistiques sérieuses pour la période précoloniale, on peut considérer qu'au moins 5% de la population juive était misérable. La majorité se contentait de vivre de petits commerces, d'artisanat et de travail journalier. Un nombre considérable de travailleurs pauvres avaient besoin de l'aide de la charité de la communauté. En 1891, 10 ans après l'établissement du protectorat en Tunisie, 35 à 40% de la communauté Twansa à Tunis, à peu près 6 000 personnes, recevaient une aide de la communauté. La couche la plus aisée et la plus petite de la société juive maghrébine comprenait la classe d'élite de marchands de commerce international qui avaient souvent des liens avec le souverain, comme le Tujar Sultan au Maroc, ou des hauts fonctionnaires. Beaucoup d'entre eux venaient de vieilles familles séfarades ou livonaises plus récemment arrivées et avaient les liens familiaux et commerçants non seulement avec les centres commerciaux européens comme Marseille, Livourne, Londres et Amsterdam, mais aussi avec d'autres centres à l'intérieur du Maghreb. Ainsi, par exemple, les Valency étaient établis à Tunis et à Alger, les Lasseries étaient à Fès, Oran, Sfax et Tunis, les Naons étaient à Oran et à Tétouan, et les Cohen Solar et le Bougenah étaient à Alger et Essaouira. Les membres de cette élite avaient un avantage distinct sur la majorité des marchands musulmans parce qu'ils connaissaient au moins une langue européenne, l'espagnol ou l'italien surtout, et quelquefois le français ou l'anglais en plus. Ils avaient aussi l'avantage de contact avec le réseau de marchands séfarades. Enfin, ils avaient souvent la volonté, plus que leurs homologues musulmans, de maintenir les contacts avec les infidèles. Les membres de cette élite marchande avaient des fonctions non rabbiniques au sein des communautés juives, comme par exemple le Naguid, le Sheikh al-Yahoud ou le Muqaddam, et servaient dans le conseil communautaire, le Ma'amad ou la Junta. Et même ceux qui n'avaient pas des fonctions étaient informellement Gedolei HaKahal ou Nikhbedei HaKahal, cela veut dire les notables. Ils avaient aussi une identité supplémentaire en tant que membres de la communauté internationale des Juifs séfarades, quelquefois nommés la Nação Portuguesa et los Judéo-Séfaradis Occidentales. Et on pouvait trouver les premières influences culturelles européennes parmi cette élite. Samuel Romanelli, l'écrivain juif italien et littérateur hébraïque, qui a vécu au Maroc de 1786 à 1790 et a travaillé au service de membres de cette élite, rapporte que les marchands juifs du pays de Mogador portaient des vêtements européens élégants chez eux et que leurs meubles étaient souvent des meubles à l'européenne.
Au XIXe siècle, les marchands juifs maghrébins qui avaient vécu à l'étranger ou qui représentaient des intérêts européens, commerciaux ou consulaires pour le Maroc ou la Tunisie, et étaient devenus des sujets ou des protégés étrangers sous les traités de capitulation, les imtiyazat, ont de plus en plus porté des vêtements européens en public et ont fait pression pour avoir ce droit, ce qui devint un sujet de heurte chez les autorités. Les Granades de Tunis ont eu l'autorisation de porter ces vêtements européens modifiés, incluant pour la tête les perruques et des chapeaux, parce qu'ils venaient originellement d'en dehors du monde islamique. Cependant, on leur demandait de porter un manteau ou une cape dans le style maghrébin qui couvrait aussi la tête, comme une bournouse. Mais lorsque beaucoup de grands commencèrent à porter la cocarde tricolore, comme on a entendu, sur leurs vêtements, parce qu'ils se considéraient des protégés français après que Napoléon ait conquis l'Italie, le souverain tunisien Hamoud Bey leur ordonna d'enlever ce badge de patriotisme français. Au Maroc, les marchands juifs de Gibraltar, dont la plupart étaient d'origine marocaine, réussirent à obtenir la permission de porter des vêtements européens en public quand ils se trouvaient au Maroc, après que le consul général britannique intervint pour eux en 1806 auprès du sultan Moulay Slimane. Les membres de cette élite marchande étaient en quelque sorte l'avant-garde ou les précurseurs de l'aspect extérieur de ces élites juives modernes des deux protectorats nord-africains de la fin du XIXe et du XXe siècle. Leur ouverture plus grande au monde extérieur et leur cosmopolitanisme étaient en partie un modèle qui conditionnait d'autres juifs dans les centres urbains à être plus réceptifs, bien plus tôt que la majorité musulmane. Pendant le XIXe siècle, l'Afrique du Nord, comme le Proche-Orient, se trouvait de plus en plus sous la pression d'une Europe ascendante économiquement et politiquement. L'hégémonie européenne économique, politique et culturelle aurait une influence transformative et durable sur tous les habitants du Dar al-Islam et les non-musulmans, qui dans le cas du Maghreb voulait dire les Juifs seulement, seraient parmi les premiers et les plus profondément changés de tous. La première et la plus durable des conquêtes coloniales au Maghreb fut la conquête de l'Algérie. La Tunisie est passée sous contrôle français un demi-siècle plus tard et le Maroc seulement au début du XXe siècle. Les deux pays sont devenus des protectorats avec un semblant de gouvernement autochtone. Mais la conquête de l'Algérie, le progrès social et économique de ses habitants juifs et leur accès à la citoyenneté française grâce au décret Crémieux de 1870 ne sont pas passés inaperçus pour les Juifs de Tunisie et du Maroc. Le XIXe et le début du XXe siècle n'ont pas seulement marqué le sommet de l'entreprise coloniale, ils ont aussi été témoins de nouveaux zèles pour faire le bien par des philanthropes de nouvelles sortes et des missionnaires religieux et culturels. En effet, les partisans de la colonisation eux-mêmes exprimaient souvent une ferveur missionnaire réelle, la mission civilisatrice. Très souvent, mais pas toujours, les autorités coloniales et les bienfaiteurs missionnaires coopéraient les uns avec les autres, s'entraidaient et travaillaient en tandem pour obtenir ce qu'ils considéraient comme des intérêts mutuels. L'Alliance israélite universelle, la première organisation philanthropique juive internationale,
fondée ici à Paris en 1860, était l'exemple même de cette sorte d'organisation bienfaitrice missionnaire. Et elle devint l'agent principal du changement social des Juifs de Tunisie et du Maroc. Un des thèmes principaux de l'Alliance était la France des Lumières et la notion révolutionnaire de régénération, qui dans leur cas était dirigée vers les Juifs non émancipés, non éclairés. Elle désirait réaliser son programme en exerçant de pression politique et diplomatique et par des activités éducatives. Et c'était par l'éducation, l'émancipation par l'instruction, selon le slogan inventé par Narcisse Levant, qu'elle a accompli son succès le plus grand. La première école de l'Alliance a ouvert à Tétouan en 1862. Dès sa première année, l'école avait 160 élèves et une autre 140 sur une liste d'attente. Au moment où le protectorat a commencé en 1912, il y avait une douzaine d'écoles, écoles pour filles incluses, avec plus de 5000 élèves inscrits. À Tunis, le réseau commença avec une école de garçons en 1878, qui en l'espace de 5 ans grandit jusqu'à contenir plus de 1000 élèves et était le plus grande du Maghreb et du Levant. Et il n'y avait pas seulement des écoles pour filles en Tunisie, mais aussi des écoles mixtes à Sousse et à Sfax. En 1895, la ferme école, une école d'agriculture à Djeddah, a ouvert et c'était le seul en Afrique du Nord et seulement un de 3 dans le réseau d'Alliance. Les écoles de l'Alliance n'étaient pas les premières modernes, ni les seules établies par des bienfaiteurs européens pour les Juifs du Maroc et de Tunisie. Des écoles de missionnaires anglicans opéraient à Mogador et à Tunis. La London Society for Promoting Christianity Amongst the Jews avait ouvert une école primaire pour des garçons en 1855 et il existait des écoles catholiques dans tous les États du Maghreb. Le sociologue et philosophe en éducation Paul Lapie observait en 1898 que, et je cite, « la moitié des élèves dans le lycée français de Tunis sont juifs ». L'école secondaire anglicane de Tunis avait quelques 400 élèves juifs dans les années 1880, selon le voyageur allemand Ernst von Hesse-Wartegg. Il avait noté que les parents juifs étaient convaincus que les doctrines chrétiennes ne feraient pas de profonde impression sur leurs enfants et que seulement l'enseignement laïque serait entendu. Dans l'ensemble, il avait raison. Les cas de conversion des Juifs au christianisme étaient extrêmement rares, car au Maghreb, les liens de parenté étaient très forts et la filiation confessionnelle restait une marque essentielle d'identité pendant la période coloniale et jusqu'à nos jours. Toutes les institutions éducatives modernes, les écoles de l'Alliance israélite, les écoles françaises et les écoles chrétiennes paroissiales, créaient un certain degré de crise d'identité culturelle pour beaucoup de leurs élèves juifs. Cependant, les écoles de l'Alliance créaient le moins de confusion personnelle, bien qu'elles favorisaient assurément l'identification avec la France et la culture française et augmentaient la réceptivité de ces élèves au colonialisme français. Elles transmettaient aussi une fierté juive et renforçaient un sens de solidarité juive universelle, comme son nom l'indiquait. Bien qu'elles enseignent nos ancêtres les Gaulois, elles enseignaient aussi l'histoire juive. Le judaïsme avait toujours sa place dans le programme de l'Alliance.
Les accusations que l'Alliance était anti-religieuse étaient fausses. C'était en raison de l'atmosphère moderniste et rationaliste, ainsi que le temps plus important consacré à des sujets laïques que les éléments religieux conservateurs trouvaient à redire. Cependant, les écoles de l'Alliance ne présentaient pas d'obstacle majeur à la pratique religieuse des élèves, contrairement aux écoles non juives où les cours le samedi étaient la norme. Les écoles de l'Alliance respectaient le Shabbat et les fêtes juives et servaient de la nourriture cachère à la cantine. De même, les accusations faites par quelques historiens israéliens que l'Alliance aliénait un nombre considérable des Juifs de leur environnement culturel d'origine et créait des individus laïcs à moitié occidentalisés, déracinés, sont aussi injustes. Ainsi, Chaim Cohen, par exemple, assure que les diplômés de l'Alliance, et je cite, finissaient l'école sans connaître et, dans certains cas, à peine capables de parler la langue de leur pays d'origine. Et Chaim Zev Hirschberg écrit avec condescendance sur leur supériorité pseudo-européenne et les rejette comme, et je cite, le type de juif lévantin en manque de patrie spirituelle. Dans une certaine mesure, l'animosité à peine cachée reflétée dans ces vues était une réaction à l'attitude au mieux tiède, au pire hostile, envers le sionisme moderne parmi les dirigeants de l'Alliance. Et je me hâte de noter qu'en dépit de la froideur de l'Alliance envers le sionisme, elle enseignait l'hébreu moderne dans beaucoup d'écoles et que beaucoup de ses élèves, ainsi que beaucoup de ses enseignants, étaient en réalité pro-sionistes. Ces historiens ont échoué à évaluer le rôle éminemment positif joué par l'Alliance, non seulement en modernisant un nombre considérable de juifs maghrébins et moyen-orientaux, mais aussi en améliorant leur vie et en leur ouvrant des opportunités jusque-là inimaginables. Les écoles de l'Alliance et les écoles européennes ont créé une classe moyenne de juifs entièrement nouvelle en Tunisie et au Maroc, qui ont acquis les compétences pour participer au secteur moderne de l'économie coloniale, ainsi que pour continuer leur rôle traditionnel en tant qu'intermédiaire entre les intérêts économiques et non gouvernementaux et la population musulmane. Les membres de cette nouvelle bourgeoisie ont rejoint les rangs aux commandes de leur conseil communautaire, là où seuls les notables de l'élite marchande traditionnelle et les familles rabbiniques servaient. La nouvelle classe moyenne juive était composée de juifs bien différents de nombreuses façons, avec une nouvelle vision d'eux-mêmes et du monde. Ils n'étaient plus les humbles aladim de la société traditionnelle islamique précoloniale, de jure en Algérie, de facto dans les deux protectorats. Ils ressentaient un véritable sens de libération de bien des restrictions et incapacités du passé, dont il est peu étonnant qu'ils aient embrassé la culture française avec tant d'enthousiasme et qu'ils aient donné à la France leur loyauté et leur affection en tant que patrie adoptée, comme ils l'ont surnommé. Cependant, leur amour n'était pas toujours réciproque. En Algérie, où les Juifs étaient devenus des citoyens égaux de la République, ils devenaient affronter un antisémitisme virulent, non seulement de la part des pieds noirs, mais aussi des officiels coloniaux. Les Juifs algériens y répondaient en soulignant leurs valeurs françaises et républicaines. En Tunisie et au Maroc, la situation était plus compliquée. Les Juifs des deux protectorats étaient toujours juridiquement sujets du bey et du sultan, et leur statut
était encore, en théorie, le statut inférieur accordé par la loi islamique. Dans les lieux ruraux, ce statut était réel et non théorique comme dans les villes. Par exemple, en dehors des grandes villes tunisiennes, les Juifs devaient toujours payer le majba, l'équivalent tunisien de la jizya, plus d'une génération après la signature du traité du Bardo. Même dans les grandes villes, cela voulait dire qu'ils étaient sujets au système légal du bey, contre lequel Mardochée Smadja, l'éditeur de l'hebdomadaire La Justice, et d'autres membres de la nouvelle élite avaient en vain fait pression afin que les Juifs en soient libérés et placés sous la loi française. Après la Première Guerre mondiale, de plus en plus de Juifs sous les protectorats, vivant dans les campagnes déménagèrent vers les villes moyennes et plus grandes, où ils avaient des meilleures opportunités de travailler et où la présence et l'influence française étaient plus importantes. À l'intérieur des villes, de plus d'entre eux désiraient quitter des endroits surpeuplés de la Hara et du Mellah pour la ville nouvelle. Les classes moyennes de l'élite urbaine riche en pleine ascension sociale aspiraient à obtenir la citoyenneté française comme le coreligionnaire en Algérie. Cependant, l'expérience algérienne avait entraîné chez les autorités coloniales la volonté de ne pas bouleverser l'équilibre social traditionnel. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il fut même plus difficile pour les Juifs tunisiens que pour les musulmans d'acquérir la nationalité française. Mais en partie grâce aux efforts de mobilisation des Juifs et de leurs alliés libéraux français, une série de décrets furent promulgués en 1910, 1921 et 1923. Ils amélioraient les opportunités pour les sujets du bey, musulmans et juifs, de devenir des citoyens français par naturalisation. Et quand la Tunisie obtint l'indépendance en 1956, environ 35 000 juifs tunisiens étaient français. Au Maroc aussi, l'élite moderne et le nombre croissant des anciens élèves de l'Alliance israélite montraient aussi leur volonté de devenir français. Ils firent aussi pression sur les autorités et encouragèrent leurs confrères à aspirer à être français. Dans un éditorial du magazine L'Avenir illustré en 1926, Léon Abensour, membre de l'élite francisée juive marocaine, écrivait, et je cite, « Les Israélites algériens sont aujourd'hui des Français. Les Israélites du Maroc et de la Tunisie doivent s'efforcer, à leur exemple, de devenir chaque jour davantage, non par le cœur, ils le sont déjà, mais par l'esprit et par la culture. » Bien qu'ils aient aspiré à devenir français, les Juifs tunisiens et marocains des secteurs évolués et modernes ont conservé un sens d'identité juive marqué qui combinait ethnicité et religion. Le sionisme moderne a fait de modestes percées dans le Maghreb à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, au tout début de l'existence du mouvement en Europe. Les nouvelles du début du mouvement ont alimenté les espoirs traditionnels d'une rédemption nationale qui était partie intégrante des convictions juives religieuses. En fait, il n'y avait pas d'opposition rabbinique au premier stade comme celle des rabbins ultra-orthodoxes ou réformés en Europe. La plupart des sociétés juives sionistes du début, au Maroc et en Tunisie, incluaient des rabbins majeurs qui étaient souvent des officiels de ces associations et qui considéraient que le sionisme était en gros l'expression naturelle du judaïsme.
Il n'est donc pas surprenant que le sionisme marocain et tunisien fût formé d'une coloration religieuse jusqu'à l'exode en masse de ces pays après l'établissement de l'État d'Israël et la fin du colonialisme français. En Tunisie, où la communauté juive était plus modernisée au début du XXe siècle, le mouvement sioniste était mieux organisé et touchait un plus grand public qu'au Maroc. Il existait 8 sociétés sionistes en Tunisie à la fin de la Première Guerre mondiale et le nombre s'est accru jusqu'à 18 en 1922. Il y avait 3 journaux sionistes en français entre 1919 et 1935. Même la presse juive non sioniste en Tunisie accordait une place considérable aux nouvelles sionistes pendant la période entre les deux guerres. Le progrès du mouvement sioniste pendant l'entre-deux-guerres fut cependant limité par un certain nombre de facteurs. Alors que les organisations sionistes étaient légales en Tunisie, comme d'ailleurs en Algérie, elles étaient découragées par les autorités françaises qui voyaient le mouvement comme un utile du pouvoir colonial rival, la Grande-Bretagne. Au Maroc, les autorités coloniales qui craignaient toute activité politique, quelle qu'elle soit, chez les indigènes, étaient inexorablement opposées à l'activité sioniste juste après la fin de la Première Guerre mondiale, bien qu'ils aient toléré enfin, malgré tout, la publication du magazine pro-sioniste L'Avenir illustré et une activité sioniste discrète. Au contraire, dans le Maroc espagnol, les autorités permettaient des publications et des activités sionistes bien plus franches et militantes. Ironiquement, c'était justement l'éducation très française que l'Alliance fournissait, qui rendait la littérature et les conférences sionistes données par des émissaires francophones accessibles. En réalité, les conférenciers sionistes étaient invités parfois à parler dans le cadre culturel des associations d'anciens élèves de l'Alliance. De plus, la turbulence des années 30 réveillait la conscience politique des jeunes juifs éduqués, aux grandes dames de quelques professeurs de l'Alliance qui admettaient dans leur rapport que le sionisme s'entendait parmi leurs étudiants. Et avec la propagation du fascisme et de l'antisémitisme à travers l'Europe, même le personnel de l'Alliance, auparavant antisioniste, changeait d'attitude à l'égard du mouvement. Une autre transformation subie par les Juifs maghrébins pendant les 20 années de l'entre-deux-guerres était l'écart social, culturel et politique toujours plus grand avec la majorité musulmane. Il se peut que les Juifs marocains et tunisiens aient été déchirés entre leurs identités françaises et sionistes. Les Juifs algériens, pour la plupart, n'avaient pas de tels conflits. Mais il y avait une identité qui n'avait pas ou peu d'attrait pour eux, au moins à ce temps-là, à savoir une identité nationale tunisienne ou marocaine. Avec l'exception des néo-destoriens en Tunisie et les minuscules partis socialistes et communistes dans les 3 pays maghrébins, tous les mouvements anticolonialistes avaient une identité pan-arabe ou islamique. De plus, ces mouvements devenaient de plus en plus conscients et sympathisants envers les Arabes du conflit grandissant en Palestine, qu'ils voyaient de façon sectaire. Ils étaient de plus en plus réceptifs envers la rhétorique antisémite des nationalistes palestiniens et des Allemands et des Italiens en Europe. L'expérience des Juifs d'Afrique du Nord pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous le régime de Vichy, et dans le cas des Juifs tunisiens sous l'occupation nazie directe pendant 6 mois, eut un profond impact sur la façon dont les Juifs se voyaient
et voyaient le monde autour d'eux. La guerre avait transformé les attitudes et les sentiments de beaucoup de Juifs tunisiens et marocains envers la France. Mordechai Ben Ilouche, le héros autobiographique d'Albert Memmi dans son roman La statue de sel, résume la désillusion profonde de beaucoup de ses coreligionnaires maghrébins à l'époque. Et je cite, « C'était la douloureuse, l'étonnante trahison, peut-être entrevue, mais si brutalement confirmée, d'une civilisation en qui j'avais placé tous mes espoirs, à laquelle j'accordais toute mon ardente admiration. » À l'instar de tant de Juifs en Afrique du Nord, Memmi subit une réaffirmation puissante de son identité juive, un retour sur soi, comme les Maghrébins l'appelèrent. Même les gens les plus assimilés de l'élite juive furent affectés par ce retour sur soi. Parmi eux, ce retour entraîna aussi un sentiment plus fort de l'universalité de l'identité juive. Les soldats juifs américains stationnés dans les 3 territoires maghrébins recherchèrent leurs coreligionnaires, fréquentèrent la synagogue et, lorsque c'était possible, se lièrent d'amitié avec eux, ce qui inquiéta les responsables français. Cette fraternisation conduisit à des très nombreux mariages entre soldats américains et femmes juives marocaines, comme par exemple le président de ma synagogue en Oklahoma. Une autre facette de ce retour sur soi fut une réceptivité renouvelée envers le sionisme, en particulier parmi les Juifs tunisiens et marocains de la nouvelle génération. Il y avait eu un déclin visible de la vitalité du mouvement dans les 2 protectorats pendant les années 30. Maintenant, cependant, les sympathies sionistes étaient favorisées par les rencontres avec les soldats juifs qui servaient dans les armées des Alliés. Ce fut le cas en particulier en Tunisie, où des jeunes gens et des jeunes femmes du Yishuv qui servaient dans l'armée britannique agirent comme émissaires enthousiastes du mouvement juif national. L'idéal assimilationniste de l'Alliance israélite universelle avait été sérieusement écorné par la guerre, ainsi que par la trahison des Juifs par le régime de Vichy, lequel avait reçu le soutien enthousiaste de tant de Français. Malgré tout, l'idéal culturel français de l'Alliance restait très fort. De nombreux Juifs furent disposés à accepter le mythe gaulliste, selon lequel seul Pétain et un petit nombre d'anti-républicains les avaient trahis. Cependant, même l'Alliance, entièrement reconstituée après la guerre et qui avait maintenant ouvert des écoles dans le fin fond du bled marocain, modifia radicalement ses conceptions aussi bien sur l'idée d'une patrie juive et sur la culture hébraïque moderne. Elle aussi contribua au retour sur soi. Avec la fin de guerre et le rétablissement d'une France démocratique, la plupart des Juifs du Maghreb crurent probablement que le monde retournerait à une sorte de normalité et qu'ils pourraient reprendre leur vie dans un avenir prévisible sans être obligés de procéder à des choix existentiels majeurs. Beaucoup au Maroc, par exemple, eurent l'espoir de continuer à vivre en harmonie avec le nouveau gouvernement royal. Mais l'enchaînement des événements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord au cours des 2 décennies suivantes les contraignit précisément à prendre ce genre de décision qui aboutait à une quasi-dissolution de leur communauté millénaire.
Je remercie le professeur Stillman de son très remarquable exposé et je donne immédiatement la parole à monsieur le professeur Abdelhamid Larguesh. Merci, Monsieur le Président. Et je voudrais rappeler à mon ami Claude Nataf que cela fait exactement 20 ans que nous avons organisé le premier colloque. 20 ans depuis que nous avons organisé le premier colloque à la Sorbonne qui traitait de l'histoire des relations judéo-musulmanes entre fraternité et déchirement. Et là, 20 ans après, c'est pratiquement la même équipe, mais renouvelée parce que nous avons des jeunes chercheurs qui ont pris le relais, qui ont avancé dans d'autres pistes. Nous avons, depuis à Tunis, développé des recherches sur l'histoire économique des Juifs de Tunisie, sur le patrimoine notamment. Nos étudiants ont soutenu des thèses, et sur l'école aussi. Et donc, ce processus cumulatif du savoir continue, malgré le contexte du désenchantement politique que nous vivons à Tunis ces derniers temps. Ceci dit, c'est pour dire que le front culturel résiste bien et il est plus solide. Et tu avais raison de rappeler que l'empire de la culture résiste plus que celui de la politique. Je vais vous, comme me l'a proposé mon ami Claude Nataf, évoquer la question de la culture française en Tunisie, sous l'angle de ses usages. Quel usage contemporain de cet héritage culturel? Et évoquer l'héritage culturel de la France en Tunisie, cela renvoie immédiatement à un essai d'évaluation de cette profondeur historique, la profondeur historique de l'héritage, de la variété des formes et des modalités de ces manifestations, de ces modes de réception, des multiples interférences avec les acteurs de la société tunisienne, des réactions et dynamiques que cet héritage a provoquées ou a suscitées, de ses permanences et continuités dans le présent, et surtout au débat contradictoire que cet héritage suscite par rapport à sa reconnaissance, à son efficience, en rapport aux enjeux politiques au présent. Donc un ensemble de questions et d'interrogations dont il s'agit de cerner les contours et qui sont pleinement justifiées à l'heure actuelle, au moment où les élites se cherchent et reposent en des termes parfois anciens, mais aussi nouveaux, des questions identitaires et ceux des choix culturels. Et nous partons de l'hypothèse partagée et admise que notre héritage est double, pour ne pas dire complexe. Cette double culture, arabe et française, est d'abord le produit de l'histoire et des échanges culturels intenses qui ont marqué la société et le territoire sur la longue durée. L'usage de la langue française, l'usage systématique de la langue française au niveau des institutions de l'État date du milieu du XIXe siècle, bien avant l'établissement du protectorat français en Tunisie, lorsque le prince réformateur Ahmed Bey Ier fait venir des instructeurs français à l'école polytechnique du Bardo qu'il fonda en 1840. Il introduit l'enseignement du français pour les jeunes élèves officiers et ingénieurs. Et ce choix était justifié officiellement par la nécessité de l'accès aux sciences et aux techniques de l'époque. Mais vite, la langue française va occuper sa place dans des institutions éducatives, dans les écoles des congrégations religieuses, ensuite dans des écoles devenues célèbres. Le collège Sadiki, fondé par le père du réformisme libéral tunisien, Khayreddin Becha, en 1875, constitue la pépinière de la formation des élites modernes.
la langue française accède officiellement au statut de langue vivante et son enseignement devient synonyme d'accès au savoir scientifique et au progrès. À peine 3 ans plus tard, en 1878, l'Alliance israélite universelle ouvre sa première école à Tunis sous la direction de David Cassès, qui va déclencher par son action et sa détermination une transformation profonde des cadres matériels et intellectuels de la vie de la communauté juive, à Tunis d'abord, ensuite dans les principales villes du territoire. La langue française sera là aussi au cœur du changement de la vie et de la vision du monde en l'espace d'une génération. Vers 1880, à la veille de l'établissement du protectorat, le lycée Saint-Charles ouvre ses portes à Tunis. Et quelques années plus tard, il devient le lycée Carnot, principale institution d'enseignement public français à Tunis, et qui attire des générations multiethniques françaises, juives, musulmanes, maltaises et italiennes, dans la conquête d'un savoir littéraire et scientifique, et ouvre la porte des universités françaises aux meilleurs parmi eux. Avec le lycée Carnot, le paysage éducatif dans cette ville cosmopolite qui était Tunis prend sa configuration historique contemporaine. L'histoire du collège Sadiki nous est connue grâce à d'éminents travaux, dont ceux du regretté Noureddin Sarayev. Celle des écoles de l'Alliance israélite est en partie effleurée, alors que l'histoire du lycée Carnot reste à faire pour l'essentiel. À elles seules, les histoires croisées de ces institutions scolaires révèlent à travers leur rôle la genèse et la transformation sociale et culturelle des élites de Tunisie, en Tunisie. Et c'est dans ce sens que l'histoire du lycée Carnot constitue une pièce maîtresse qui manque au puzzle. Et même la vieille aristocratie du savoir traditionnel de la grande mosquée Az-Zaytouna ne sera pas épargnée par ces bouleversements culturels, puisque dès 1896, avec la création de la première association culturelle et éducative musulmane de Tunisie, Al-Khaldounia, nous assistons à une expérience originale de synthèse culturelle moderniste destinée à compléter et enrichir la formation des jeunes zaytouniens par l'ouverture sur les sciences nouvelles et rationnelles et sur la langue française. Le résident général René Millet apporta son soutien politique et matériel à cette première association démocratique musulmane. Là encore, donc, l'enseignement du français acquiert ses titres de noblesse et sa pleine reconnaissance comme langue véhiculaire de savoir et de civilisation. Mais la véritable révolution de l'éducation, à une échelle sociale élargie, s'opère avec l'établissement du protectorat français en 1881 et la création de la direction de l'instruction publique, la création de l'école franco-arabe et sa rapide diffusion dans les grandes et moyennes villes de Tunisie, sous l'action vigoureuse de Louis Machuel, imprègne les enfants des classes moyennes et même populaires de Tunis de la langue française comme instrument et outil d'ascension sociale et d'accès à un nouveau monde du travail. Dans son rapport sur l'enseignement public établi en 1904, c'est-à-dire 20 ans après la création de la direction de l'instruction publique, Louis Machuel fait état de l'avancée immense de l'instruction moderne parmi les populations autochtones. Sur près de 22 000 élèves scolarisés en 1904, 3 400 sont des musulmans et 5 500 des Israélites, soit presque autant que les élèves français ou italiens. Cela dénote de l'ascension fulgurante de l'instruction chez la communauté juive, mais aussi de l'avancée de l'instruction moderne dans les milieux musulmans aussi, quoique à un rythme moins soutenu. Cette révolution par l'école, cette révolution sociale opérée par l'école dans la communauté juive de Tunisie
se traduit par l'émergence d'une multiplicité d'élites, s'appropriant les nouveaux savoirs et en même temps occupant des positions avancées dans les secteurs nouveaux de la société coloniale et de l'économie. Juristes, avocats, médecins, architectes, artistes, enseignants, fonctionnaires et d'autres vont dès lors déterminer l'avenir social et politique du pays. Au même moment, une autre révolution, moins bruyante et plus humaine, s'accomplit, celle de la santé, de l'hygiène et de la médecine. Tunis participe de près à la révolution pastorienne qui a triomphé en France. Dès 1893, une antenne de l'Institut Pasteur s'établit à Tunis et devient en quelques années un foyer de recherche scientifique et de découverte de dimension mondiale. L'âge d'or de l'Institut Pasteur correspond à la direction du docteur Charles Nicolle, qui donne à la Tunisie son premier prix Nobel de médecine en 1928. Mais à côté de Charles Nicolle, d'autres noms de médecins français, marquent la vie de la cité et la mémoire du savoir médical en Tunisie. Ernest Gobert, connu par les historiens comme ethnologue, Étienne Burnet, Ernest Conseil, mais pas uniquement dans le domaine de la médecine. Le docteur Gobert donc, a associé son nom à la préhistoire du pays, ainsi qu'au monde berbère et aux vieilles techniques de la poterie, les rites alimentaires traditionnels. L'ouvrage de la mosaïque médicale de Tunisie, de notre ami Lucien Monti, illustre parfaitement, à travers les centaines de biographies, d'itinéraires qui se succèdent et se croisent sur près d'un siècle, cette république des médecins qui a changé la vie de la cité et qui ont vécu entre eux dans la solidarité, l'entente et l'échange. La première moitié du XXe siècle correspond dans l'histoire de la communauté juive autochtone tunisienne à un âge d'or fait de succès et de leadership, mais aussi de reformulation des identités et des idéaux. Désormais, l'heure est aux grandes ruptures et à l'émancipation par rapport au lourd héritage du passé et de la tradition. Le passé propre à soi, celui d'une culture faite d'irrationalité et de superstition, cette culture tend à être rejetée, et le passé d'une tutelle qui est désormais caduque et dépassée, celle de la société musulmane, elle-même soumise à la colonisation. La culture populaire juive d'antan devient l'objet de curiosités anthropologiques et des études du folklore. On commence à la documenter, à en faire l'inventaire, parce que justement en voie de disparition. Le changement rapide du cadre matériel appelle à un autre modèle et à d'autres cieux. Certes, la Hara, toujours dans ces monts peuplés, continue à héberger les populations les plus pauvres et les plus traditionnelles de la société juive. Mais on commence déjà à la déserter pour les nouveaux quartiers de la ville moderne, dont le célèbre quartier Lafayette, où sera construite en 1937 la nouvelle synagogue, véritable temple de la modernisation de la vie et des croyances. La communauté juive tunisienne a subi les transformations les plus profondes en si peu de temps. Non seulement au niveau des cadres matériels de son existence, mais surtout dans la rupture qui s'est opérée entre ces cadres traditionnels et cet idéal nouveau propagé par l'école. Désormais, le modèle à imiter ou à suivre n'est plus nécessairement celui incarcéré par le mode juif livournais, trop hautain et distant. Le modèle de la francisation, moins porté sur la religion, s'offre directement comme alternative de vie, de pensée et de vision du monde, plus laïque. La recomposition identitaire devient la voie salutaire et le combat pour la naturalisation se confond naturellement avec le combat pour la liberté. Ce n'est que plus tard, après la première guerre, entre les deux guerres, et surtout vers les années 30, 40, que les recompositions identitaires au sein de la communauté juive se traduisent par de véritables déchirures, en des termes de choix difficiles entre francisation,
socialisme, sionisme et pour certains le nationalisme. La presse judéo-arabe commence à être concurrencée dès le début du siècle par une presse moderne. Le journal La Justice, auquel notre ami Claude Nataf a consacré plus d'une étude, parut à partir de 1907 et qui devient l'expression de cette nouvelle identité du juif libéré et francisé qui mène le combat pour l'idéal nouveau, celui de l'assimilation par la naturalisation. Cependant, la figure de l'idéal humaniste de fraternisation entre les races fait aussi son entrée dans la cité par le biais des premiers pionniers, le docteur Albert Catan, que nous pouvons considérer comme l'introducteur du socialisme en Tunisie, puisqu'il a été le premier secrétaire de la section socialiste de Tunisie dès 1913. Il consacre sa vie, à côté de Durand-Angliviel, de Cohen Hadria et d'autres, à diffuser cette nouvelle culture politique à vocation universelle et anticoloniale. La seconde révolution, à côté de la nouvelle école, fut donc celle de la presse. Déjà à l'instar de la nouvelle presse juive, d'expression française, les élites musulmanes, modernes et libérales, formées au collège Sadiki, ceux de Ali Bachhamba, fondent le journal Le Tunisien, d'expression française, à la même date, en 1907. Les premières revendications nationalistes, encore balbutiantes, trouvent dans ces rubriques les défenseurs les plus sobres et les plus rationnels. En 1920, l'activité culturelle et intellectuelle d'expression française est suffisamment assise pour justifier la création d'une association d'écrivains nord-africains qui aspire à jeter les bases d'une culture originale et même autonome. L'association à laquelle participent aussi des écrivains musulmans, formés dans la culture française, ambitionne de jouer un grand rôle. Il est dit notamment dans la déclaration d'adhésion. Les écrivains de Tunisie, sans distinction d'origine, de religion et d'opinion politique, se sont groupés à la Société des écrivains de l'Afrique du Nord. Le faisceau ainsi formé, avec les forces intellectuelles et morales de la Tunisie, est capable de jouer un grand rôle dans ce pays où les roses et les jasmins fleurissent à foison. Il faut que l'idéal français s'épanouisse dans un calme, répandant ce qu'il a de beau et d'humain sur les diverses races appelées à vivre sous le même ciel. Idéal utopique, qui sera soumis à de rudes épreuves avec la naissance et l'affirmation du courant nationaliste et des revendications. Ce mouvement a eu dès sa naissance un effet immédiat sur les élites musulmanes, qui inaugurent une forme de militantisme culturel motivé par un double souci: s'inscrire d'abord dans ce mouvement de rénovation de la pensée et de la culture en imitant le modèle ascendant de la culture française et préserver la conscience et la sauvegarde de la personnalité culturelle tunisienne à travers la défense de la langue arabe. La seconde pépinière de l'élite tunisienne, le Collège Sadiki, œuvre durable de Khaireddine, se dote d'une association des anciens élèves en 1905. Cette association favorise le regroupement de la fraction réformiste de formation française. La convergence des élites des deux associations culturelles modernes se concrétise ensuite autour d'un projet politique avec la naissance du journal Le Tunisien en 1907. L'interaction des deux éléments, qui composent dès lors l'élite réformiste et la richesse qui en résulte, l'extension de leur assise grâce à la diffusion de l'enseignement moderne, la politique libérale suivie par le résident général René Millet à l'époque, constituent autant de conditions favorables à l'épanouissement du mouvement réformiste tunisien. L'influence de la culture française sur le mouvement intellectuel et la formation de la pensée politique moderne s'exerce aussi directement par le biais de la frange libérale et de gauche de l'intelligentsia française. En effet, les libéraux et les socialistes adoptent des attitudes militantes vis-à-vis des questions tunisiennes. Cet engagement a de ce fait une influence importante sur l'évolution et l'orientation du réformisme tunisien dans son ensemble. Les idées sociales
et socialiste défendus par les journaux français contribuent à préparer le terrain pour les jeunes modernistes qui prendront la direction du mouvement social et national. Une place de choix parmi les journalistes et hommes politiques français en Tunisie revient à Durand-Angliviel, qui a fait œuvre de pionnier. Tout d'abord, rédacteur en chef du Courrier de Tunisie, de 1905 à 1908, et de la Dépêche tunisienne. Ses idées vont évoluer entre-temps. Il quitte la Dépêche tunisienne jugée trop conservatrice et fonda l'Avenir social, puis Tunis socialiste. Tunis socialiste devient la tribune où s'expriment des idées nouvelles, universelles, sous des plumes éclairées comme Elie Cohen Hadria, figure juive tuniso-française emblématique du socialisme tunisien, le soutien apporté aux nationalistes tunisiens qui trouvent accueil dans les rubriques mêmes du journal. Le principe même de la fraternité des races est largement diffusé, ainsi que l'esprit même de la réforme sociale. Les nouvelles générations ascendantes, durant les années 30, telles Tahar Haddad, Habib Bourguiba, Tahar Sfar et même Farhat Hachad, puisent une bonne partie de leur pensée dans les idéaux et principes diffusés par Tunis socialiste, même si leur choix ouvertement nationaliste se démarque de la ligne politique de la SFIO. La pensée avant-gardiste de Tahar Haddad sur la question de l'émancipation des femmes et la nécessité de son accès à l'instruction se sont développées au contact des idées européennes diffusées par les socialistes français ainsi que de l'expérience même de l'instruction des jeunes filles juives qui ont introduit la modernité au cœur de la famille populaire juive de Tunisie. L'espace de la presse française et les espaces artistiques et culturels, comme la société L'Essor, jettent les ponts pour une convergence et une symbiose féconde entre élites françaises, juives et musulmanes. La troisième révolution est celle des arts et de la créativité. L'histoire du Salon tunisien, espace de création artistique et de transmission des arts modernes, peinture, sculpture, art décoratif, est un exemple éloquent du succès de la transmission entre les générations, les groupes sociaux dans l'espace cosmopolite de la ville. Tous ceux qui ont étudié cette expérience originale ont compris qu'il ne s'agit pas là d'une simple institution coloniale, née d'une volonté d'enracinement des arts modernes et notamment de la peinture de chevalet dans un contexte nouveau. Son fondateur, Alexandre Fichet, a initié l'œuvre culturelle la plus durable et la plus féconde qui a rallié les talents les plus divers, non seulement parmi les enfants de Tunisie de toutes couleurs, mais aussi en attirant des artistes venant du monde entier. La naissance de l'école des beaux-arts à Tunis dès 1930 doit beaucoup aux animateurs du Salon tunisien. Dans ce mouvement créatif sans frontières ni barrières, nous assistons à la naissance d'une nouvelle avant-garde culturelle. Vers les années 1930, l'affirmation des peintres tunisiens se manifeste par la constitution d'un groupe appelé le groupe des Quatre, et qui comprenait Antonio Corpora, d'origine italienne, Pierre Boucher, Moses Lévy et Jules Lelouch, tous nés en Tunisie et représentant une tendance d'avant-garde dans l'art. Cette révolution culturelle par les arts constitue, à notre avis, le maillon le plus fort de cette transformation formulée en termes d'appropriation culturelle. Plus que la langue même, le Salon tunisien qui s'est inscrit dans la durée sur près d'un siècle, puisque la première exposition du Salon tunisien, c'était en 1894 et la dernière en 1984. A non seulement été un espace d'interaction entre les générations de peintres tunisiens et français, mais il est devenu une composante de la personnalité artistique et culturelle des Tunisiens et un marqueur d'identité et de modernité. L'école de Tunis, qui est l'héritière du Salon tunisien, constitue aujourd'hui un patrimoine culturel national identitaire. La naissance et l'extension de la peinture naïve en Tunisie
marque la forme suprême de la socialisation de la peinture moderne en Tunisie. Une histoire des arts modernes et contemporains en Tunisie mérite d'être faite sous cet angle des apports, du brassage, de la transversalité et de l'appropriation. Il y a une véritable fresque à dessiner à travers cette longue marche de la civilisation moderne, portée par une langue qui a véhiculé des valeurs partagées, des hommes qui se sont surpassés, des espaces et des institutions qui sont nés et qui ont perduré. Mais au-delà de l'effet de la langue, de la production intellectuelle proprement dite, il y a une véritable acculturation dans les domaines du droit, de l'organisation politique, dont seule une anthropologie historique du droit est à même de nous rendre compte de la profondeur et de l'enracinement ainsi que des acteurs et bâtisseurs. Nous avons eu l'occasion de vérifier à la faveur de l'étude de l'évolution du système juridique tunisien au XIXe siècle à quel point les réformes juridiques, y compris celles constitutionnelles, furent marquées par les influences du droit européen, notamment français. Ces influences ont été souvent le produit du génie local, confronté aux défis de l'adaptation et de l'emprunt. Déjà en 1901, Elie Fitoussi, brillant juriste et avocat, dont le neveu André Baruch deviendra l'un des ministres du gouvernement de l'indépendance, a établi la première étude théorique et d'histoire politique de l'État tunisien. Ce fut la meilleure synthèse de l'époque du droit politique et qui restera de référence puisqu'il sera publié encore une fois dans une édition augmentée en 1931. L'auteur consacre un long développement à l'histoire politique pour finir par montrer que la personnalité juridique de l'État tunisien s'est formée dans une longue confrontation avec l'emprise ottomane et que cet accomplissement de la souveraineté tunisienne s'est adossé au modèle français tant sur le plan constitutionnel que celui de l'administration publique. Quelques années avant, David Santillana, juriste également et fin connaisseur du droit romain et musulman malikite, établit en 1899 le projet de code civil et commercial tunisien qui est promulgué en 1906 comme code tunisien des obligations et des contrats. Ce code est toujours en vigueur en Tunisie dans sa philosophie et ses principaux articles, puisque repris dans le code de 2005. Cette longue transition juridique, entamée dès le milieu du XIXe siècle, s'est poursuivie bien après l'indépendance et a marqué les principales institutions de l'État postcolonial. Vue sous l'angle de l'acculturation, de l'influence réciproque et des adaptations nécessaires, forcées ou volontaires, les maîtres mots de cette histoire culturelle au sens large sont de nature à nous changer de vision et de saisie de l'histoire sur la longue durée. Dans l'un de ses textes réflexifs, le leader nationaliste Tahar Sfar écrivait en 1940 « On ne peut s'imprégner d'une certaine culture sans ressentir en soi-même profondément une sympathie pour cette culture et pour le peuple ou la société qui la représente. Quand des intellectuels tunisiens qui sont passés par les écoles françaises, qui se sont imprégnés de culture française, déclarent qu'ils ont pour la France une réelle sympathie, qu'ils l'aiment comme une seconde patrie, qu'ils la considèrent comme leur patrie spirituelle, ils disent cela simplement parce que c'est le langage de la vérité la plus vraie. » Fin de citation. Cette pensée double, profondément nationaliste, mais sincèrement ouverte et imprégnée par le modèle français, a marqué toute la nouvelle génération des leaders nationalistes du Néo-Destour, de Habib Bourguiba, Tahar Sfar et autres. Et cela a eu son effet sur le modèle de l'État et de la société qu'ils ont bâti après l'indépendance. La France a incarné l'idée même de modernité, autant pour les pionniers qu'aux yeux des générations qui se sont succédées à l'école moderne, où elles ont découvert qu'est-ce que l'idéal républicain et de liberté. Il est difficile aujourd'hui de faire la séparation dans l'analyse des discours et des pratiques, notamment les pratiques des bâtisseurs de l'État national, entre la part de l'hérité
est celle du construit par soi. La double culture, même si elle réclame une double appartenance et la pluralité de ses sources d'inspiration, se présente comme une et harmonieuse, comme cohérente et équilibrée. La conscience de la multiple appartenance et les recompositions identitaires qui s'ensuivent ne sont explicites que dans les textes littéraires, où l'examen de conscience ou l'autopsie intellectuelle des auteurs les amène souvent à une sorte d'autopsychanalyse. Albert Memmi, dont il sera question dans ce colloque, est à cet égard l'incarnation même de cette conscience existentielle et inquiète, tout comme fut pour notre génération l'écrivain Salah Garmedi, revendiquant sa double culture dans son style critique et humoristique. Jamais la langue française n'a été vue par les pionniers du système éducatif tunisien comme une langue concurrente ou comme une concurrente sévère de la langue arabe, qui fut gravée dans la première constitution comme langue nationale. Cette idée est largement partagée dans la société tunisienne, où l'apprentissage du français, au même titre que l'arabe, est recherché comme un outil précieux de culture, mais surtout de clé pour le succès dans la vie et l'insertion sociale. D'où vient donc cette remise en cause ou ce malentendu historique sur la pertinence de nos choix culturels et au-delà de notre modèle sociétal? Essoufflement de l'État national postcolonial et de son idéologie réformiste qui ne répond plus aux besoins et ambitions des classes sociales? Repli identitaire dû aux incertitudes et à l'insécurité qui dominent les relations entre les cultures et les peuples? Crise de l'école qui n'assure plus son rôle d'ascenseur social ou de diffuseur d'une culture de la citoyenneté active? Montée des populismes et des idéologies orthodoxes, de l'islamisme à l'arabisme? Le procès du passé et de l'histoire récente de l'État national et de son modèle culturel fait partie de la rhétorique populiste en vogue ces derniers temps, mais elle se heurte aux faits et aux réalités. Jamais le Tunisien n'a senti autant le besoin d'ouverture et d'acquisition des instruments de dialogue avec le monde plus qu'aujourd'hui. Les études de sociolinguistique les plus sérieuses montrent que la langue française occupe toujours la place d'une langue vivante avec un statut privilégié. Plus de 6,5 millions de Tunisiens parlent cette langue. Et même si la langue anglaise est de plus en plus enseignée et revendiquée comme outil nécessaire pour la maîtrise des sciences techniques et informatiques, elle ne concurrence en rien la place du français. À la question « Mais quelle langue parlent les Tunisiens aujourd'hui ?» Un éminent conférencier tunisien, dont je ne citerai pas le nom, s'exprime ainsi dans l'une de ses dernières conférences. L'arabe, le dialecte ou le français? Réponse: il parle une autre langue bizarre, une sorte de mixture composée de mots extirpés hors de leur contexte, de différentes langues. À la radio, à la télé, dans la rue, on entend une phrase qui commence avec un mot français, qui se poursuit avec un mot dialectal, puis se termine avec un mot français conjugué en arabe ou un mot arabe conjugué en français. Et il en est de même des textes écrits dans de grandes affiches publicitaires avec des mots qui ont épousé le parler local. Et je n'ai trouvé de mieux comme réponse à cette affirmation que la réponse d'une jeune doctorante tunisienne qui répond au conférencier en ces termes. « Monsieur le professeur, les termes bizarres et extirpés ne fonctionnent en aucun cas en tant que discours scientifique, puisqu'ils sont nettement marqués d'une connotation négative. Cette nuance de forme rejoint le fond qui n'a de scientifique que sa prétention. Je m'explique. Toute langue est sujette aux influences extérieures et évolue en conséquence. C'est même là la différence entre une langue vivante et une langue morte. D'un autre côté, cette mixture, qui est appelée code switching et code mixing, en fonction du passage d'une langue à l'autre, est une richesse linguistique qui a été prouvée dans beaucoup d'études psycholinguistiques et neurolinguistiques. Pour terminer, le mot dialecte n'est plus utilisé par les spécialistes à cause de sa connotation péjorative, reste
que la langue est un dialecte qui a réussi politiquement. Ce qui fait que l'État et les puristes comme vous, monsieur le professeur, sont les seuls responsables de préjugés linguistiques tels que je viens de dire. Voici la réponse d'une jeune doctorante à un conférencier puriste, nostalgique d'une langue qui n'a jamais existé. Le bilinguisme arabe-français n'est plus un simple héritage colonial dont on peut se défaire par une simple volonté politique. Il imprègne le corps social dans son ensemble, même sous la forme des parlers du quotidien. La culture tunisienne contemporaine révèle dans ses manifestations, ses dynamiques et ses stratifications une pluralité d'apports et d'interférences dont le siècle dernier a constitué la matrice temporelle profonde. L'histoire de l'imprimerie, celle du théâtre, du cinéma, tout comme celle de l'école moderne, des nouvelles modes vestimentaires et la culture du corps constituent autant de vecteurs qui ont façonné la personnalité tunisienne et ont agi en profondeur sur l'être national. Dans le contexte actuel, celui post-révolutionnaire, la Tunisie poursuit sa transition démocratique, souvent dans un débat houleux avec son lot de malentendus. Nous avons besoin peut-être d'un épître sur les réformes nécessaires à notre pays, tout comme Khaireddin avait pensé la société tunisienne en son temps. Ces mots et ces remèdes. Mais ces réformes ne peuvent nullement s'inscrire dans une rupture avec le passé. Au moment où la Tunisie s'apprête à accueillir le sommet de la francophonie en 2020, nous sommes appelés à revisiter cet héritage afin de réinvestir ses aspects et dimensions les plus féconds et éclairer par la pensée critique ce qui a constitué un facteur de blocage ou de rupture. Notre histoire politique se situe à un tournant critique. Elle mérite l'éclairage de l'histoire culturelle. Cela lui rendra son humanité et ses continuités entre passé et présent. La dimension méditerranéenne de notre personnalité historique et culturelle a été volontairement occultée par les rédacteurs de la Constitution de 2014. Pourtant, qu'est-ce que la Tunisie et sa culture sans la Méditerranée? Rien ou presque rien. Peut-on incriminer l'histoire écrite ou celle enseignée aux élèves pour ce lourd malentendu qui pèse sur l'héritage? En partie, oui. Même si l'histoire a souvent procédé par élimination, rejet et sélection, même si la représentation du passé a longtemps souffert du réductionnisme et des préjugés, l'histoire est sans cesse revisitée et renouvelée. C'est plutôt le présent et ses frustrations, ses injustices qu'il faudrait interroger. Et merci.